Bien, pas d'autres prises de parole pour l'instant, donc quelques éléments de réponse, à commencer par Mme Chopard. Vous avez dit à deux reprises, comme les années précédentes. Nous faisons ci, nous ne faisons pas ça, et vous me plaignez du fait qu'on continue des pratiques antérieures. J'ai repris votre intervention du budget de l'année dernière. Où vous dites, nous allons donc voter pour ce budget, car, encore une fois, nous louons vos efforts de transparence et de prise en compte des besoins des Viroflésiens les plus modestes. Pour revenir à ce budget 2022, nous considérons que cette année, vous avez évalué vos charges et vos recettes de façon réelle et le budget est équilibré. Voilà. Et nous voterons par conséquent le budget 2022, mais nous ne partageons pas totalement les orientations politiques des choix budgétaires. C'était ce que, on ne partage pas les mêmes choses, mais vous avez choisi de voter pour le budget 2022. Je n'ai pas l'impression de vous présenter ce soir et de présenter aux Viroflésiens ultérieurement un budget 2023 foncièrement organisé, présenté, préparé d'une façon différente de celui de 2022. Donc là, je dois avouer que le centre aquatique de Bertizette, il est fixé déjà l'année dernière. On avait déjà un certain nombre de projets. Là, en l'occurrence, je n'arrive pas bien à comprendre votre positionnement sur ce plan-là. Après, vous dites, vous avez fait une pirouette entre le DOB, un DOB catastrophique, un budget plus raisonnable. Je pense que dans les circonstances actuelles, on est plutôt content d'avoir des bonnes nouvelles que nous n'avions pas du tout au moment du DOB. Je rappelle d'ailleurs que votre colistière qui était intervenue nous avait dit, on considère que le DOB n'a pas eu lieu. Elle a intervenu 3 minutes sur le DOB, alors qu'on avait passé beaucoup de temps à travailler sur ce DOB. Donc une pirouette, vous pouvez considérer que c'est une pirouette, en tout cas, c'est le fruit du travail avec le CGIF, du travail de nos services financiers, de nos services techniques, qui aboutit à pouvoir considérer que nous avions une possibilité d'avoir, en tout cas, une estimation des coûts d'énergie qui ne soit pas aussi forte que celle qui était envisagée. Donc, moi, je salue le travail de nos services et qui continuaient à travailler jusqu'à encore il y a je ne vais pas dire une semaine, parce que les documents vous ont été envoyés, mais juste avant l'envoi, on était encore au taquet, préparer ce budget qui vous est présenté. Donc, voilà, moi je salue l'engagement de l'investissement, en tout cas des services de la ville, j'en profite pour remercier notre directrice générale des services de piloter l'ensemble. Sur la question de la piscine, vous retrouverez dans la maquette M57 l'ensemble des éléments. Donc, il y a une partie du coût de la piscine qui est en investissement. C'est en gros l'amortissement, hein, puisque elle nous revient en 2023, 23 ans après la mise en service de la piscine, donc 23 ans au-delà des 2021. Et puis le fonctionnement, lui, en fait, on l'a dans les autres dépenses de fonctionnement. Elles n'ont pas été détaillées dans les tableaux qu'a présenté Jean-Michel Saki tout à l'heure, mais on les retrouve assez facilement. Il faut dire simplement que le contrat, et vous n'êtes pas trop revenu là-dessus, mais en fait, vous l'aviez laissé, vous l'aviez dit dans un écrit, le contrat avait été conclu en 2018 et nous avons ouvert en 2021 et en 2022, nous avons fait face à une dimension contractuelle qui était l'indexation de ce qui était prévu en fait pour le paiement de la piscine, et l'indexation qui, elle, en fait, s'est faite sur la période de 2018 à 2022. Donc, avec cette indexation, en fait, c'était pratiquement une augmentation de 22% de notre contribution au fonctionnement de la piscine qui a été nécessaire. Elle est contractuelle. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué et elle est contractuelle, on s'y attend sur 4 ans quand même. Ça, c'est un point important. Tant qu'on est sur la piscine, en fait, je vais le dire, parce que c'est une remarque des deux groupes, sur le fait que Viroflay assume seul le centre aquatique de Bertizette, sans avoir cherché à essayer de mutualiser, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre, ou travailler avec les villes voisines. Excusez-moi, mais je crois me souvenir qu'en 2010,
vous n'étiez peut-être pas à Viroflay, mais en 2010, lorsque lorsque VGP s'est transformé de communauté de communes à communauté d'agglomération, j'ai proposé à VGP et au président de VGP et aux autres maires d'intégrer dans la compétence sport, d'intégrer les piscines du territoire. J'ai essayé à plusieurs reprises, voilà, je n'ai pas été suivi, j'en suis navré. Il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai été suivi dans Versailles Grand Parc, mais pas sur ce plan-là. J'en suis tout à fait navré. Il y a tout un tas de raisons qui ont fait que, voilà, c'était un choix de Versailles Grand Parc de ne pas intégrer. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir essayé, en tout cas, de le faire. Donc là, quand on est à 18, vous savez, on discute à 18. Et donc, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. On décide de façon démocratique. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Sur le gymnase des Prés-aux-Bois, en fait, grosso modo, vous dites qu'il y a une course au projet, en fait, une course pour les accélérer, j'ai cru comprendre ça. Sur le gymnase des Prés-aux-Bois, vous dites que le budget fait le yo-yo. Pas pour l'instant. Vous avez peut-être vu, Jean-Michel Seclis a un peu insisté sur le point, mais nous n'avons pas corrigé pour l'instant l'autorisation de programme, qui est toujours à 11 millions et des brouettes. Elle sera certainement corrigée dans une prochaine séance du conseil municipal. Pour l'instant, on a juste corrigé les crédits de paiement, en considérant que la construction pouvait s'étaler de façon un petit peu plus importante, compte tenu du fait qu'on prend un petit peu de retard, du fait d'appels d'offres que nous avons reçus, que nous avons été amenés à déclarer inacceptables, compte tenu de l'évolution significative des prix qu'on a constatés dans ces appels d'offres, qui en fait s'élevaient au total à environ 20% si on prenait les moins 10 ans. On est rentré dans une phase de négociation. Donc, comme le Code des marchés nous l'autorise, la négociation va, j'espère, aboutir à baisser le coût tel que les entreprises nous l'ont proposé, sans pour autant baisser la qualité de ce projet qui, je pense, faisait l'unanimité. Et ce n'est pas la salle d'escalade qui coûte 14 millions d'euros. La salle d'escalade en coûte un petit peu. C'est un service de plus à la population. Et donc, je me réjouis de pouvoir le faire, mais on le fera au meilleur coût. On est en train d'étudier toutes les possibilités d'avoir un coût le plus adapté possible, et on travaille avec les architectes pour faire en sorte que ça puisse être le cas. Quant à la question de la chaufferie bois abandonnée, c'est une fake news. On l'a déjà dit ici. La chaufferie bois n'est pas abandonnée. Les entreprises qu'on a vues sur la partie chauffage, plomberie, nous ont dit vous allez faire une chaufferie bois. Ils paraissaient étonnés. Et donc, en fait, on leur a dit bah oui, on va faire une chaufferie bois parce qu'on s'était engagé à le faire et que c'est aussi le bois est une énergie renouvelable, même si ça produit un peu de CO2, puisqu'on libère le CO2 qui est contenu dans le bois, mais néanmoins, c'est une énergie renouvelable et on va le faire. Donc, c'est une fake news, en fait, je ne sais pas où on a pu lire qu'elle était abandonnée. La question m'avait été posée par Mme Egal et j'avais répondu que non, elle n'était pas abandonnée. Il y avait quelque part peut-être dans les conseils municipaux précédents, peut-être quelque chose qui pouvait laisser penser que. En tout cas, la réponse avait été donnée en conseil municipal sans aucun état d'âme. Et quant à la réserve foncière, vous savez très bien que qui dit réserve foncière, et là aussi dit nécessité d'acheter les terrains en question. La réserve foncière que nous avions envisagée en PLU se situe à l'angle de la rue Joseph Bertrand et de la rue des Prés-aux-Bois. Ce terrain a été vendu, je crois, au-delà des 4 millions d'euros. Il aurait donc fallu acheter d'abord le terrain à 4 millions d'euros, puisque le propriétaire nous a demandé de l'acheter, compte tenu de son droit de délaissement. Et donc, mettre 4 millions d'euros sur le terrain d'abord, sur un terrain qui, au final, en fait, pouvait se révéler un peu exigu, au final, disons-le, pour réaliser un tel gymnase. Et même, quand bien même on aurait pu le réaliser là, il aurait fallu ensuite se demander ce qu'on allait faire du terrain du gymnase des Prés-aux-Bois actuel. Et donc, je ne me voyais pas essayer de valoriser ce terrain pour essayer de venir compenser l'achat du terrain, l'objet de la réserve foncière. Donc, il aurait fallu peut-être construire des logements au bout de la rue des Prés-aux-Bois de façon un peu plus importante que les pavillons qui se situent là-bas. Voilà, sur la question des impôts,
sur la question des impôts, je n'ai pas bien compris votre intervention sur les locataires, parce que, en l'occurrence, on occulte les locataires puisque le locataire ne paye plus aucun impôt local. Non. Donc, on peut le dire comme ça. Donc, effectivement, c'était un calcul, oui, mais après, vous avez compris que c'était un calcul moyenné, mais néanmoins, je peux le dire et je m'en plains régulièrement auprès de nos décideurs, les sénateurs, les députés, sur le fait que la taxe d'habitation a disparu, du fait que c'est une inéquité totale, je le redis, entre deux catégories de personnes, les propriétaires et les locataires. Et ce qui fait que les locataires habitent une ville sans y contribuer, sans contribuer à la solidarité indispensable qui est la nôtre, quel que soit leur revenu d'ailleurs. Hein. Quel que soit le revenu des locataires, ils ne payent aucun impôt local. Et ça, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, et je trouve surprenant que le Conseil constitutionnel n'ait pas dit quelque chose à ce sujet. Je confirme effectivement à Mme Gall que c'est un budget prudent, c'est une marque de fabrique, hein, en quelque sorte. Mais je dois quand même rappeler que on a souvent vous l'avez dénoncé d'ailleurs à plusieurs reprises, qu'on avait un écart significatif entre l'épargne brute budgétaire et l'épargne brute réelle. C'est vrai que les années passées, avant 2022, nous avons une épargne brute qui avoisinait les 4 200 000 euros, ce qui était une bonne chose en fait pour le financement de nos investissements, notamment sans pour autant avoir augmenté la pression fiscale. Vous avez pu remarquer dans les tableaux, et vous l'avez remarqué en disant il y a également l'atterrissage 2022 qui est intégré, une sorte de prévisionnel d'atterrissage. Vous avez vu qu'entre le BP 2022 qui était aux alentours de 2 millions d'euros d'épargne brute, nous arriverions théoriquement à environ 2,5 millions d'épargne brute projetée sur 2022, donc un écart qu'on cherche à réduire entre le budget et le réel. Donc, quelque part, on peut s'en réjouir. Je ne me réjouis pas de descendre de 4 millions d'épargne brute à 2,5 millions. Je ne peux pas m'en réjouir, d'autant un programme d'investissement, on l'a déjà dit, qui est extrêmement significatif et qu'il faut financer, et que notre capacité d'emprunt, même si elle est importante, ne pourra pas atteindre des sommets. Je dois dire aussi autre chose qui n'a pas été dit dans la présentation, mais il y a un certain nombre de dépenses qu'on ne maîtrise pas, vous l'avez compris, mais je vais parler du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les tableaux, dans la maquette, la ville de Viroflay paye chaque année, elle va payer en 2023 603 000 euros pour le service départemental d'incendie et de secours. Qu'on ait une caserne de pompiers sur notre territoire ou qu'on n'en ait pas, c'est le même prix. C'est le même prix pour l'ensemble des Yvelinois et donc par habitant, grosso modo. Donc, c'est quand même une augmentation de 7% de la contribution de Viroflay au SDIS entre 2022 et 2023. Là aussi, c'est une dépense obligatoire que nous inscrivons et qui fait partie de ces augmentations, cette légion d'augmentation que nous avons pu constater sur cette année. Sur la question des ménages en difficulté, vous soulignez qu'on a une baisse de la subvention CCAS ou qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Clairement, je l'ai dit et je le redis, je le redis, je ne lésinerai pas sur les besoins qui pourraient s'exprimer en termes de soutien financier des ménages en difficulté dans Viroflay. S'il faut augmenter la subvention du CCAS pour assurer des aides financières diverses et variées, nous le ferons, nous passerons un budget, une décision unificative, on le fera si besoin. Pour l'instant, le CCAS a les réserves qu'il faut pour assurer le suivi. Vous avez parlé de numérique, Mme Subberg-Krub, en disant qu'il fallait aussi aider les gens dans la question du numérique. On n'a pas créé un poste d'écrivain public numérique dans les 2022. J'en ai l'impression qui fonctionne plutôt correctement, donc qui aide les personnes justement à se familiariser avec la question du numérique et même parfois un peu au-delà avec les questions j'allais dire administratives qui sont parfois un peu complexes, notamment réalisées sur le net. Donc là, clairement, je pense que sur la partie numérique que vous nous reprochiez, je pense que de ce côté-là, on n'a pas grand-chose à
envier, en tout cas. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup des villes qui ont un écrivain public numérique. Je n'ai pas fait l'inventaire. Sur les logements, le tableau des logements sociaux, on vous le donnera comme d'habitude. Donc, il faut juste le demander gentiment. Et c'est demander gentiment, donc on le fera. Sur la question des surcharges foncières, vous savez, en fait, on n'en est plus là. Enfin, je dis qu'on n'en est plus là, mais je crois qu'on arrive à un niveau où la surcharge foncière est quelque chose d'anecdotique. Je le dis comme ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive à des prix démentiels en termes de foncier. Donc, c'est là, on pourrait se dire au contraire, la surcharge foncière, la subvention aux bailleurs sociaux devient encore plus importante. Mais on se rend compte que, en fait, l'État ne joue pas forcément son rôle, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, et il y a même des opérations qui, prévues avec un certain nombre de logements sociaux, ne peuvent pas se réaliser avec ce nombre de logements sociaux ou même avec des logements sociaux dans Viroflay. J'en ai fait part plusieurs fois au préfet en disant « mais maintenant, monsieur le préfet, qu'est-ce qu'on fait ?» Sauf à mettre des moyens considérables, des moyens financiers considérables de la ville dans le logement social au détriment de nos autres programmes, au détriment de nos services, au détriment de nos investissements. On ne peut pas assurer l'équilibre financier des opérations de logement social, à tel point, je vais vous donner une information, que le programme qui était prévu de côté de la gare Rive-Droite, en face de la gare Rive-Droite, vous voyez, sur des terrains maîtrisés par les PIF, en fait, on se pose vraiment la question de savoir si on peut y mettre des logements sociaux. Étant donné que le coût total, malgré la décote que propose le FIF sur les terrains, le coût total de ces terrains plus la construction atteint des sommets considérables qui ne sont pas compatibles avec les prix de sortie du logement social. Donc, on est en train de retravailler son programme, on aura du social, on mettra du BRS de façon un peu plus importante qui fait partie des logements sociaux et accessible au même type de personnes. Et puis, il faudra peut-être mettre une part de logement privé, ce qu'on n'avait pas envisagé au départ dans ce programme-là. Donc, la surcharge foncière, on en a inscrit, évidemment, mais on ne pourra pas assurer, en tout cas. Et vous savez aussi que VGP a supprimé toute aide de surcharge foncière, alors qu'on on les a mises en place il y a quelques années, mais on a décidé donc d'arrêter cela. VGP, je viens d'en parler. Oui, je vous ai dit la façon dont on pouvait essayer de négocier avec VGP. Les temps vont être durs pour VGP, je vous le dis aussi, donc on ne peut pas non plus tout reporter sur VGP. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. La question des ordures ménagères est un sujet essentiel et qui engloutit des montants considérables. Et puis, il y a les pistes cyclables, il y a un certain nombre de choses que fait VGP aussi au profit des communes. Donc, même si vous déplorez que tous les équipements ne soient pas intégrés, sachant qu'il y a aussi des Viroflésiens qui profitent des équipements des Versaillais ou de Vélizy ou de Chaville. Donc, il y a aussi des échanges qui se font. Et même si Versailles finance ses propres équipements, les Viroflésiens en bénéficient également. La place de la fête, j'ai noté les trucs les plus importants. Hein. Dites la place de la fête, c'est l'Arlésienne. Oui, vous savez, on n'est pas pressé parce que pour un certain nombre de raisons sur la place de la fête qu'on a déjà évoqué, c'est le fait qu'il y a des programmes de construction toujours en cours du côté de la place de la fête. Donc, tant que ce n'est pas fini, il est hors de question de commencer les moindres travaux. Donc, c'est une chose. Et il y a également un projet après les Jeux Olympiques, c'était en 2025, de la SNCF, de renouveler quatre tabliers des 7 ponts qui se trouvent à la limite de Viroflay et de Versailles, à côté de Porchefontaine. Donc là, je vais vous dire, ce sont des camions, des grues qui vont passer par là. Donc, il n'est pas question de faire une place de la fête plus jolie, plus aménagée et tout ça, tant que ces engins ne sont pas passés dans ce quartier. Donc, en fait, il faudra attendre 2025, voire 2026 pour réaliser quelque chose. Donc, on a encore le temps. Donc, elle va jouer l'Arlésienne pendant quelques temps.
Et donc, de toute façon, le moment viendra où on présentera, comme nous le faisons, je pense, de façon régulière, on vous présentera les projets de la ville de Viroflay. Vous nous dites aussi que c'est dommage qu'on n'ait pas profité de certaines opérations d'aménagement pour créer des espaces de détente et de fraîcheur dans Viroflay. Peut-être que certaines vont se faire. Hein. Dans la Patte d'Oie, il y a un certain nombre de logements qui sont prévus dans le programme Viroflay 2025. Il n'est pas exclu qu'on y fasse des espaces de fraîcheur, peut-être sur le bas de la rue Sec également. En fait, on va les étudier de façon différente de ce qui pouvait se faire il y a encore quelques années. Et je n'oublie pas aussi de mettre en avant un projet que vous connaissez aussi, en fait, sur lequel on a l'intention d'agir, qui est la gare routière de Chevalier-Vélizy, qui est entièrement imperméabilisée depuis des années, et donc nous souhaitons la renaturer. Je mets juste une condition à cela. Ce sera un espace de fraîcheur si on y arrive. Je mets juste une condition à cela, c'est que l'État nous aide réellement dans le financement de ces travaux, puisqu'on est quand même sur un budget qui dépasse le 1 million d'euros, sur un terrain qui ne nous appartient pas, et pour essayer justement de répondre à ces enjeux de renaturation et d'espace de fraîcheur. Donc vous comprendrez, et je pense que les Viroflésiens comprendront que j'hésite un peu à engager plus d'1 million d'euros uniquement avec les deniers des Viroflésiens, voilà, même si c'est pour répondre à une exigence environnementale forte. Le RERV, là, c'est un peu aussi la tarte à la crème, excusez-moi. Le RERV, donc, on est en discussion à l'heure actuelle avec un certain nombre d'associations sur le RERV, avec Versailles, avec la région, sur la possibilité de le faire passer par Viroflay. Clairement, vous le savez parfaitement que tant que le centre-ville, qui est l'endroit qui pose problème dans Viroflay, n'est pas aménagé définitivement, notamment sur les immeubles qui se trouvent, que vous connaissez parfaitement, qui se trouvent entre le laboratoire et les arcades, tant que ce n'est pas fait, il est hors de question de faire un quelconque aménagement de cette avenue du Général Leclerc, qui serait de toute façon un aménagement à fond perdu, puisqu'il faudrait recommencer ultérieurement avec un profil de l'avenue qui serait différent. Donc, on se débrouillera pour l'instant, on essaiera d'obtenir des dérogations si le RERV voit le jour avant que nous ayons pu procéder au renouvellement urbain sur ce tronçon de l'avenue. Et enfin, sur la question des emprunts, pourquoi avoir attendu pour contracter les emprunts? Clairement, parce que jusqu'à présent, nous arrivions à financer nos investissements sans augmenter la pression fiscale. Donc, même si les taux étaient à 0,5 ou je ne sais quoi à l'époque, et là, en l'occurrence, en fait, le niveau d'investissement devient effectivement beaucoup plus important. Nous avons contracté les emprunts, on aurait pu le faire 2, 3, 4 mois avant peut-être, on les a eu à 1,73, maintenant ils sont aux alentours de 2,5 voire 3% un peu partout. Je pense qu'on s'en est on s'en est bien sorti, et notamment au regard des modalités, parce que les autres banques qui nous avaient proposé ces emprunts étaient à des taux plus importants d'une part, et avec des conditions de déblocage qui n'étaient pas du tout les mêmes, qui étaient plus courtes. Tandis que là, on a des propositions de déblocage jusqu'en mai 2024, ça a été rappelé, et on peut même ne pas les lever en totalité, alors que dans certains cas, il fallait absolument les lever si c'était nécessaire. Donc, vous voyez, on a une grande souplesse sur ces emprunts. Donc, je suis plutôt content. Je suis souvent content de moi, mais là, en l'occurrence, je suis encore plus content de ce qui a été fait par les négociations entre les services et les banques. Voilà pour les différentes réponses que je pouvais apporter, les compléments, si j'ai peut-être oublié des choses. Je ne parlerai pas des panneaux numériques, Mme Subergrub. J'en ai parlé, c'est déjà un mot de trop. Voilà. Monsieur Issakidis. Oui, mais monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, je voulais juste dissiper quelques idées fausses. Il n'est pas vrai de dire que ce sont les maîtres d'œuvre qui décident des projets et de ce qu'ils seront. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas sain de présenter un budget comme une caisse à vider, quoi qu'il en coûte. Un budget tel qu'on le présente dans les villes, c'est un budget maximum en dépenses. Rien n'interdit de faire mieux.
Alors, tout le monde sait qu'en d'autres lieux, à d'autres niveaux, l'impératif est de vider les caisses, espérer qu'elles se remplissent au même niveau, mais le robinet qui les alimente est à discrétion, mais passe de la ville. Donc, ça n'est pas notre approche. Il y a une forme un peu, je dirais, un mélange à la fois de romantisme et de lyrisme à présenter comme quelque chose à faire coûte que coûte, que d'aller coopérer avec les autres villes, les agglos et ce que vous voulez. Oublieux dans cette présentation des choses que pour pouvoir mettre en place ce genre de choses, il faut être au moins deux. Ça veut dire qu'en face, il faut trouver des interlocuteurs qui sont aussi demandeurs de ça. Donc, laisser croire que c'est du seul fait de la volonté d'une ville comme Viroflay de décider avec qui elle va coopérer, c'est juste tromper finalement ceux qui entendent ce discours en installant une musique qui ne correspond pas à une réalité. Alors, au-delà, évidemment, pour être très clair, hein, si vous voulez véritablement être entendu dans ces échanges budgétaires et dans la construction, moi, je vais vous proposer un canevas très simple. Hein. Commencez toutes vos phrases par « nous aurions fait ceci, ce qui coûterait cela »,« nous n'aurions pas fait cela, qui coûterait ceci ». Et puis là, on va commencer à discuter concrètement chiffres et puis comment insérer ou pas ce que vous proposez. Tout le reste, c'est toujours comme on le voit jusqu'à présent, soit des procès en incompétence, on est habitué, voire en sorcellerie budgétaire pour les parties les plus comiques des interventions, soit une méconnaissance un peu romantique, je dirais, des réalités. Un dernier mot sur sobriété versus efficacité énergétique. J'en ai déjà parlé lors du débat d'orientation budgétaire. La sobriété est une approche qui se veut collective. L'efficacité énergétique est une approche technique. Je prends l'exemple des panneaux cités par Madame Supercube. On peut indéfiniment éteindre les panneaux comme elle le demande, comme Madame le demande. Pour autant, à chaque fois qu'on les allumera, ils ne consommeront pas moins. L'efficacité énergétique résonne dans l'autre sens. Regardons comment ces panneaux consomment moins ou consommeraient moins, et à ce moment-là, on pourra toujours se poser la question de doivent-ils rester allumés ou éteints à tel ou tel autre moment. Donc, c'est deux approches qui sont différentes. L'une est plus, j'allais dire, schumpeterienne que l'autre, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire fait un pari positif sur l'évolution du monde et la valeur ajoutée de la technique et des améliorations de la qualité de vie dans tous les domaines tels qu'on le sait depuis toujours. Juste un petit complément, excusez-moi, M. Sakili, sur le fait que les questions des maîtres d'œuvre qui décident, en fait, c'est parfois compliqué de discuter avec des maîtres d'œuvre. Pour ceux qui l'ont fait, notamment lorsqu'on organise un concours, le maître d'œuvre présente et donc on se décide sur un concours, et donc derrière, le maître d'œuvre est accroché en fait à son image. Et donc en fait, c'est très difficile de pouvoir lui faire modifier au cas où, notamment pour essayer de faire quelques économies sans trop modifier l'aspect architectural. Donc c'est un vrai sujet en fait. La discussion avec les maîtres d'œuvre, c'est tous les jours on y est confronté. Sur la question donc pareil de VGP, j'attire votre attention sur le fait que, et ça vous le savez peut-être pas, mais il y a ce qu'on appelle le GEMAPI. Le GEMAPI est gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Tout ça, ça concerne les bassins qui reçoivent des rivières, la Bièvre, le Galy, le Val-de-Mauldre et tout ça. Là, en l'occurrence, le GEMAPI va coûter beaucoup d'argent à l'intercommunalité. C'est un truc qui a été mis à la charge des intercos récemment. Et GEMAPI va coûter beaucoup d'argent aux intercommunalités. Et je peux vous dire que là-dessus, Viroflay est très peu concerné par la question des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Les inondations qu'on peut avoir, elles sont très ponctuelles et elles sont liées à l'assainissement et pas à l'inondation liée aux crues des rivières. Donc là, en l'occurrence, les Viroflaysiens vont contribuer au financement de ces dépenses qui vont concerner d'autres villes et d'autres habitants de Versailles-Grand-Parc qu'eux-mêmes. C'est une question de péréquation, c'est une question de solidarité, mais là, on est sur des budgets de plusieurs millions d'euros par an qui n'étaient pas du tout prévus il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Et puis enfin, je regrette qu'il n'y ait pas eu une sorte de satisfecit qui nous soit donné à un moment donné, puisque
nous avons décidé de créer 2 nouvelles autorisations de programme. Quand même, c'est un sujet qui tient à cœur à certaines personnes. Et en fait, on n'a jamais dit qu'on n'en voulait pas. On l'avait déjà fait pour le gymnase et pour au bois. On le fait pour la Forge et pour l'ensemble village Place de la Fête, parce que ce sont des opérations qui s'étalent sur plusieurs années. Et donc, le mécanisme budgétaire d'AP, donc autorisation de programme et crédit de paiement, est tout à fait adapté à ce type de projet. Donc, voilà, on a quand même 2 autorisations de programme nouvelles qui sont proposées en 2023. Je pense qu'on pouvait aussi le souligner de façon positive. Voilà j'imagine que vous avez peut-être pris des notes sur ce qu'on a dit. Mme Egel, Mme Chopard, vous pouvez peut-être revenir ou sinon on passe au vote du budget. On ne peut pas vous obliger. Hein. Non, juste peut-être, si je peux me permettre, une petite précision, je voudrais qu'on soit bien compris. Quand je parlais de la question des personnes en difficulté et de notre capacité à répondre aux personnes en difficulté, donc avec le budget attribué au CCAS, donc vous avez déjà dit effectivement qu'on était prêt à en mettre davantage. La préoccupation est de s'assurer qu'on a bien les critères qui permettraient d'identifier quelque part des nouvelles populations. On a les règles sur le chômage qui évoluent. Il y a des règles sur les impayés et les expulsions qui évoluent aussi. Donc, on a une fragilité différente. Donc, la prévention des impayés de loyer, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour éviter des situations catastrophiques. Donc, c'est une population qu'on n'avait pas forcément sous les radars, qui n'était pas forcément des gens, ça dépasse les populations qui touchent les minima sociaux. Voilà. Donc, c'est en ce sens que le rapprochement des 2 budgets me paraît un peu délicat compte tenu du contexte. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais insister. Et pour ce qui est des aménagements, vous êtes revenu effectivement. Alors, je suis ravie d'entendre qu'il y a peut-être des idées, des frémissements du côté de la Patte d'Oie, donc qui pourraient offrir des possibilités nouvelles dans le cadre de l'aménagement sur l'avenue du Général Leclerc. Je tiens à insister sur ces 2 points. On a parlé d'îlots de fraîcheur, on a parlé également d'aires de détente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être, je l'ai gardé une photo, je vous la renverrai au-delà de ce conseil. Les constructions qui ont été faites à proximité du petit parc de jeux vers l'avenue Foch, le promoteur mettait en évidence avec un parc pour se détendre à la sortie de l'école. Voilà. C'est exactement ça. En fait, à la sortie de l'école, les familles ont peu de temps, donc c'est des espaces à proximité. Bien sûr qu'il y a les forêts, bien sûr qu'il y a la piste, il y a plein d'endroits pour se détendre sur les week-ends ou d'autres moments, mais au quotidien, c'est ces espaces-là qui manquent. Et dans la densification qui s'opère aujourd'hui, qui est dans nos textes, on a des ensembles immobiliers avec très très peu d'espace libre, ce qui est totalement différent des copropriétés, des ensembles qui ont été créés dans les années 70, voire 80. Voilà. Donc, je pense que c'est important de le prendre en compte et que dans l'aménagement de l'avenue Général Leclerc, c'est des choses qui devraient être anticipées, parce que réserver, vous le savez assez, réserver un espace avec prévision de faire quelque chose, ça s'anticipe. Si on laisse simplement se développer les projets immobiliers simplement en conformité avec le PLU, ils seront valides, mais on n'aura pas pu dégager ces espaces. Voilà, c'est pour ça que nous tenions en tant que cité à insister sur ce point. Sur la question, à la sortie de l'école, les enfants, il faut qu'ils aillent travailler chez eux. Non, excusez-moi, il ne faut pas que ce soit au procès verbal. Il y en a qui sortent tard déjà, effectivement, de l'école. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que sur la question donc, des aides sociales, en fait, des besoins, en fait, notamment financiers, on a un certain nombre d'alertes qui nous sont données. En fait, on a et on se met toujours à disposition, notamment lorsqu'on a Enedis, lorsqu'on a le CEDIF, qui nous disent on a des impayés à tel et tel endroit, on a les adresses, on a les noms des personnes. Systématiquement, on écrit à ces personnes en disant venez nous voir, on est au courant que vous avez des impayés de tel et tel montant. Donc, en fait, ce qui permet, pas de façon massive, je tiens quand même à le dire, d'alerter certaines personnes sur le fait qu'elles peuvent bénéficier d'une aide du département, enfin, du département aussi, mais de la commune, parfois même une aide directe de la part des concessionnaires, parce qu'il y a des programmes
du CEDIF en fait et de Veolia pour couvrir certains impayés de factures d'eau. Voilà, donc en fait, il y a ces systèmes-là qui permettent justement et qu'on utilise en fait pour venir faire nous. Lorsqu'on a des expulsions, c'est parfois un peu tard, mais en tout cas des procédures d'expulsion qui sont mises en œuvre, on se met toujours à disposition, on écrit aux personnes concernées pour leur dire venez nous voir, on peut vous sauver la mise, en gros. Clairement, c'est pas écrit comme ça, mais on peut le faire si vous venez nous voir. On peut travailler avec les attentes sociales, vous donner des conseils pour faire en sorte que vos impayés puissent ensuite être, en tout cas que la procédure puisse s'arrêter ou s'interrompre en tout cas. Là aussi, on a, je veux dire, pratiquement 60-70% de pertes. On envoie des courriers, mais on ne peut pas aller chercher les gens chez eux en disant venez absolument à un rendez-vous au CCAS, on leur propose. Ils ne viennent pas forcément toujours. Et donc, ce qui fait que j'écris au préfet en disant écoutez, un tel est venu, c'est parfait, voilà la situation, voilà, on fait un rapport. Et puis, j'écris souvent au préfet en disant on a convoqué, on a proposé à personne de venir au CCAS, une fois, 2 fois, la personne n'est pas venue. Voilà, c'est tout, dont acte. Et c'est bien dommage. Donc, voilà. Donc, le CCAS vraiment fait, et les services sociaux font tout le travail nécessaire pour essayer d'identifier ces ménages en difficulté. Je rappelle aussi qu'il y a quelques années, on a aussi mis dans les priorités du CCAS la prévention des impayés de loyer. Ce qui est toujours très compliqué à faire, parce que là aussi, faut que les gens aussi se reconnaissent qu'ils se trouvent en difficulté. Voilà. Mais c'est un sujet, vous avez bien vu aussi dans le magazine de la vie, il n'y a pas très longtemps, on a mis un encadré en disant si vous avez des difficultés, venez nous voir. Et Pauline Bedel va continuer. Justement, en l'absence de quota sur ce sujet, on va demander au directeur d'école d'afficher sur les panneaux d'affichage ce petit document qui incite les gens en difficulté à ne pas attendre. Peut-être aussi, on se posait la question, d'autres lieux publics, qui est une information, voilà. Et je rappelle aussi quand même que, en tout cas, la commission mensuelle, là où on attribue les aides, en général, la commune arrive en dernier. Il y a d'abord le département qui a œuvré, en principe. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, il y a des gens qui viennent directement à la mairie et vu l'urgence, ça va être traité en urgence. Mais c'est important que des assistantes sociales ou des travailleurs sociaux reçoivent ces personnes, d'abord pour vérifier que tous les droits sont bien ouverts, hein, et les accompagner dans les démarches et solliciter les aides, parce qu'il n'y a pas que le département, la ville, hein, comme disait monsieur le maire, hein, les concessionnaires, mais il y en a d'autres encore. Et la ville arrive en dernier. Donc même ce qu'on appelle les tickets services, hein, dont le montant peut paraître peu important, mais il y a déjà eu une aide du département. Il y a souvent aussi la distribution alimentaire qui est déjà mise en place, plus les tickets services et voir l'accès aussi à l'épicerie solidaire ou au GAF de Vélizy. Donc il y a d'autres choses avant. Voilà. Et en plus, je veux dire, la commission mensuelle peut toujours statuer en dehors on peut, à la demande d'une assistante sociale ou d'un travailleur social, donner plus, hein, que ce qui est prévu par le CA du CCAS. Merci de ces précisions. Donc, nous allons pouvoir passer au vote de ce budget, si vous le voulez bien. Donc, je vais poser la question habituelle. Y a-t-il des oppositions face à ce budget? Donc, il y en a 3, plus 4, 7 oppositions. Qui s'abstient? Et je propose à ceux qui sont pour le budget de lever la main avec leur pouvoir. Voilà. Merci beaucoup.